Mémoire d'un continent. Elikiam Bokolo. Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO. La dégringolade de l'Afrique, pourquoi, comment ? Aujourd'hui, lorsque on fait l'histoire de l'humanité, il n'y a plus de doute. Peut-être qu'on peut rencontrer encore quelques esprits chagrins qui veulent réviser ce qui est acquis par la science aujourd'hui au nom de thèses qui ont été très largement battues en brèche sur les races, la diversité des races et la supériorité supposée de certaines d'entre elles par rapport aux autres. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. On sait que c'est sur le continent africain que le genre humain s'est constitué et que c'est à partir du continent africain qu'il est parti à la conquête de la terre et qu'il a organisé les diverses civilisations à partir de ce fond africain. Tout cela, on le sait. Je voudrais notamment signaler le rôle très important joué par les chercheurs africains, parmi lesquels Cheikh Anta Diop, bien sûr, et aussi les chercheurs qu'on appellerait aujourd'hui afro-descendants, beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Américains du Nord et du Sud, parmi lesquels peut-être Edward Blyden, Du Bois sont les figures les plus représentatives. Mais aujourd'hui en Afrique, cette réflexion continue. Et la semaine organisée par le CICIBA à Libreville, semaine donc consacrée à la décennie mondiale des Afro-descendants, a été l'occasion d'entendre des voix nouvelles, peu connues peut-être de nos auditeurs, des voix nouvelles qui sont aussi des auteurs d'ouvrages importants et des activistes sociaux non moins importants. Nous recevons aujourd'hui le prince Douma Ndoumbe III. Bonjour. Bonjour Elikiam Bokolo. Vous êtes multiple. Vous avez ces charges de prince, vous avez vos fonctions, disons, d'enseignement, de recherche, presque mondialisées aujourd'hui, au Cameroun, votre pays, mais aussi en Amérique du Nord, en Europe, en France, en Allemagne. Bref, vous êtes un de ces apôtres de la science moderne. Et au cours de ces journées de Libreville, vous avez présenté des idées très très originales et des questionnements également très très importants. Donc pas de doute sur le rôle décisif de l'Afrique dans l'origine du genre humain. Merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de parler sur RFI. Bon, je suis le prince Kouma Ndoumbe III, le prince de Bélé Bélé au Cameroun. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, je suis professeur des universités à Lyon, au Cameroun et à l'Université libre de Berlin. Maintenant, la question que vous posez au niveau de la dégringolade, c'est parce que je crois que c'est ça la question fondamentale. Ce ne sont pas les Africains qui ont dit que l'Afrique est l'origine de l'humanité. Regardez tous les chercheurs là, c'est pas du tout les chercheurs africains. Ce sont les autres qui ont dit au niveau de leur recherche que l'Afrique est l'origine de l'humanité. Depuis que l'être humain, qu'on appelle l'homo sapiens sapiens, comme nous, vous et moi, nous existons depuis 200 000 ans. C'est-à-dire l'être humain comme vous et moi. Et cet être humain, les autres, ce n'est pas les Africains, qui ont trouvé que c'est bien sur le sol africain que cette humanité-là a existé. Et qu'il a fallu attendre, pour l'Europe par exemple, il a fallu attendre 160 000 ans pour que ces Africains-là commencent à immigrer vers les zones qu'on appelle aujourd'hui européennes parce qu'il faisait très froid. Les zones très très, très froides, donc c'était pratiquement inhabitable. Donc ces Africains qui sont donc partis en Europe en moins 40 000 ans, ou bien qui sont partis en Asie, etc., c'est eux qui ont peuplé la Terre. Donc, c'est-à-dire que cette histoire même de race, c'est quelque chose de complètement aberrant, puisqu'il n'existait pas une autre couleur de la peau sur la planète Terre que la couleur de la peau noire. Et ça, il faut que les Africains et les non-Africains
comprennent cela. Et ce n'est pas les Africains qui disent ça. Ce ne sont pas les chercheurs africains. Les chercheurs africains, eux, ils sont souvent venus là maintenant pour confirmer. Bon, donc c'est l'homme noir qui a peuplé la Terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que le congrès qui a eu lieu en 2015 aux États-Unis, des anthropologues, qui ont trouvé que la dépigmentation de la peau, petit à petit pour arriver donc à avoir la peau blanche que nous connaissons aujourd'hui, c'est un événement très récent, de 8000 ans seulement. Je dis très récent, bien sûr, quand je dis 8000 ans, mais c'est très récent par rapport à 200 000 ans de l'existence de l'homme noir sur la Terre. Donc 8000 ans là, la dépigmentation, effectivement, parce que dans ces zones-là, n'est-ce pas, il n'y avait plus ce besoin de protection de la peau contre les rayons du soleil, très très forte. Bon, donc en réalité, l'être humain est un. C'est l'Africain qui a peuplé la Terre. Maintenant, l'évolution récente, n'est-ce pas, disons depuis peut-être ce que j'appelle la dégringolade de l'Afrique. Bon, si on veut aller très loin, on peut commencer avec la perte du pouvoir en Égypte. Il y a d'abord eu les Perses, mais surtout quand Alexandre le Grand, n'est-ce pas, 330 ou 331, c'est à ce moment-là que vraiment l'Europe a commencé à menacer l'Afrique. Et ensuite, les Arabes sont venus en 641 pour prendre donc de manière durable l'Afrique du Nord. Et pratiquement, il y a eu toute cette fuite-là de ces Africains vers le sud du Sahara. Bon, ça, ce sont des faits historiques. Mais cette dégringolade-là, en réalité, la grande dégringolade, c'était surtout les 7 derniers siècles, n'est-ce pas, depuis 1441 à peu près, quand ce phénomène de l'esclavage transatlantique a commencé. Et c'est là où, enfin, transatlantique, sans oublier, sans taire, l'esclavage transsaharien, bien sûr. Bon, mais ces phénomènes-là, c'est eux qui ont apporté dans cette histoire de race, parce qu'on dit noir égale esclave. Noir égale esclave. Alors moi, les questions fondamentales que je me suis posées, c'est que comment est-ce que des gens, des Noirs, qui ont régné sur la planète Terre pendant pratiquement 160 000 ans, sans qu'il y ait même une autre couleur de la peau, comment est-ce qu'aujourd'hui, surtout depuis les 7 derniers siècles, se retrouvent pratiquement pris en esclavage, pris en colonisation, pris en néocolonisation, de manière durable, et qu'eux-mêmes, ils ne savent même plus qui ils sont. Ils ont perdu la mémoire, ils ont perdu la mémoire de ce qu'ils ont été pendant 160 000 ans sans concurrence. Et aujourd'hui, tout le monde leur dit que vous êtes des inférieurs. Et beaucoup d'Africains ont même intériorisé qu'ils sont des êtres intérieurs. Donc, c'est cette question fondamentale que je me pose. Enfin, pas que je me pose, que je pose à la science, en disant, s'il vous plaît, essayons de creuser. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette déstabilisation, cette dégringolade, soit quelque chose qui a été tellement durable que jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore pratiquement dans cette dégringolade-là. Mémoire d'un continent. Le micro-nationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique. Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs. La pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Professeur, vous avez parlé donc de la conquête de l'Égypte par Alexandre, alors que l'Égypte avait résisté et avait même dominé le monde pendant longtemps. Nous avons un autre terme, donc la traite, enfin la déportation à partir de l'Atlantique, alors que du côté de l'océan Indien, il y a eu des relations fructueuses pendant très très longtemps. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas eu résistance? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais c'est la question que vous nous posez à nous tous pendant ce temps relativement long pour que rien n'ait pu arrêter cette dégringolade. Alors justement, c'est ça. Il y a eu des résistances. Et c'est ça qui est intéressant parce que moi-même quand j'allais à l'école, je disais oui, les Africains ont vendu leurs frères. C'est-à-dire que de manière... Et on ne nous donne aucune explication. Bon, maintenant c'est dans la recherche qu'on voit que pratiquement dès le premier jour où les Européens ont commencé à capturer les Africains pour les amener en esclavage, ils ont trouvé une résistance forte sur le terrain, que ce soit en Gambie, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Angola, etc. Il y a eu des résistances très fortes. Bon, mais ces résistances ont été vaincues, justement. Et c'est pour ça que je dis, mais qu'est-ce que la recherche scientifique doit nous dire pourquoi? Quand on prend par exemple une résistance qui a duré 30 ans, comme celle de la reine d'Angola, Njinja ou Nzinga, selon les écritures, comment cette femme a-t-elle pu résister pendant 30 ans aux Portugais en Angola? Bon, elle a fait des alliances avec les royaumes avec lesquels elle était en concurrence, comme le royaume du Congo. Elle a fait des alliances avec des Européens, etc. Mais finalement, bon, moi, encore une fois, la recherche doit nous apporter des réponses. Mais j'ai l'impression que les Africains, à ce moment de l'histoire, ont péché par plusieurs choses. Premièrement, la non-connaissance géographique de ce qui se passait à l'extérieur du continent. Tandis que les Européens, eux, ils envoyaient les voyageurs, les explorateurs, etc., sillonner le monde à ce moment-là pour comprendre la géographie du monde. Parce que la géographie, à l'époque, c'est très stratégique. Et la géographie, comme on dit parfois, ça sert à faire la guerre. Or, les Européens, eux, à ce moment-là, envoyaient des gens découvrir les mers, etc. Tandis que nous étions à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand les autres maintenant venaient avec des intentions précises, on ne comprenait pas, on les accueillait, on ouvrait la porte. On ouvrait la porte gentiment, l'hospitalité dite africaine, etc., sans comprendre tout de suite que, ah mais attention, ces gens qui viennent là, quelles sont leurs intentions? Et ils ont donc commencé à capturer, etc. Donc, cette connaissance très faible de ce qui se passait à l'extérieur. Et deuxièmement, ce manque de solidarité entre Africains. C'est-à-dire que l'esclavagiste vient capturer les gens chez ton voisin. Ah, tu ne vas pas l'aider. Tu te dis c'est son problème. Mais après, l'esclavagiste s'allie avec l'autre pour venir prendre justement les esclaves chez toi. Et toi aussi, tu es vaincu. Et au fur et à mesure, au lieu, ça dit donc que, je veux dire qu'il n'y avait aussi donc pas une connaissance intérieure panafricaine. Il n'y a apparemment pas. Parce que sinon, ils auraient compris le danger et leur diplomatie aurait fait qu'il y ait eu des alliances. Mais chacun voulait se défendre tout seul. Tandis que les Européens, eux, ce n'était pas tout seuls. Ils ont fait une conférence à Berlin en disant, mais écoutez, si on veut conquérir les Africains là, si chacun y va de son propre chef, il va échouer. Donc entendons-nous comment on va faire ensemble pour que la puissance de feu européenne soit généralement dirigée contre les Africains, c'est-à-dire que les Français, les Allemands, les Anglais, tout le monde s'entend pour diriger le feu une fois sur l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'Afrique. C'est-à-dire d'abord avec l'esclavage et après l'esclavage. Alors vous vous rendez compte, on prend vos gens, on prend vos ingénieurs, on prend vos médecins, on prend vos professeurs, c'est-à-dire on prend votre élite, on l'amène ailleurs, en Europe, aux États-Unis, pour que cette élite travaille pour les autres. Et il y a eu une sorte de transfert de connaissances, de technologies au profit justement des autres. Mais bien sûr. Mais bien sûr, et ça maintenant la recherche scientifique est en train de nous montrer comment les ingénieurs africains, comment les agriculteurs africains, etc., allaient donc dans l'autre monde, aux États-Unis, etc., et non seulement pour travailler comme des ouvriers, mais pour travailler comme des ingénieurs, mais esclaves. Et pendant ce temps-là,
le fossé se creuse chez vous. Parce qu'on ne prenait pas n'importe qui, on ne prenait pas les vieux, on prenait les jeunes. Et les instructions disent, on prend les jeunes filles asseintes debout. Donc ça veut dire que ce n'est pas des vieilles mamans qu'on allait prendre en esclavage. Donc on prend votre jeunesse. On vous vide de votre jeunesse, on vous vide de vos ingénieurs, de vos médecins, de votre intelligentsia. Alors là, pour rattraper ça, c'est très difficile. Pendant que ceux-là, ils vont travailler maintenant pour enrichir les autres, les Européens via les Amériques, etc. Donc, encore une fois, ce ne sont que des pistes de réponse. Mais je crois que les universités africaines, les centres de recherche en Afrique doivent vraiment plonger pour voir pourquoi est-ce que cette dégringolade a été si durable, puisque c'est l'esclavage qui a permis la colonisation, et c'est la colonisation qui a permis le néocolonialisme. Et on est pratiquement encore dedans, même si, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que cette puissance de l'Afrique, cette force intérieure de l'homme africain qui est en train de revenir, et de bouleverser les donnes. Oui, on a vu par exemple que face à l'idéologie, à l'industrie, aux armes de l'apartheid, les Africains finalement se sont battus avec leur philosophie, leur méthode de mobilisation et ont vaincu le système de l'apartheid. Vous savez, j'ai été à Robben Island et j'ai vu la cellule de Mandela, la petite cellule de Mandela où il a passé pratiquement la moitié de sa vie. Et les Européens, les Blancs étaient confortablement installés, que l'apartheid c'était le meilleur système et que pratiquement rien n'allait ébranler ce système, d'autant plus qu'ils avaient des alliances avec les Blancs en Europe, en Amérique, etc. Mais comment est-ce que les Africains sont arrivés à bout de l'apartheid? Et vous voyez, quand Mandela est sorti de prison, je dis, mais comment? Chaque chef d'État étranger voulait se faire photographier à côté de Mandela. Mais comment alors? Puisque ces gens-là sont des gens inférieurs. Mais comment est-ce que le président des États-Unis veut se faire photographier à côté de Mandela? Le président de la France veut se faire photographier. Mais donc il y a quelque chose. Et le monde a donc compris que, attention, cette Afrique-là est en train de revenir très fort. Parce que quand Mandela était encore vivant, je ne pense pas qu'il avait un concurrent au niveau des chefs d'État dans le monde. C'était vraiment l'homme le plus adulé des chefs d'État. Et c'était un noir, un Africain. Et en même temps, quand vous voyez que pratiquement à ce moment-là, vous aviez un Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU. C'est que c'était des moments forts, des messages forts qui ont été envoyés à l'humanité. Ça fait donc que ça nous a permis d'être maintenant arrivés sur une autre phase, même si les séquelles du néocolonialisme se font encore voir par-ci et par-là, etc. Cette formidable Afrique est en route. Bon, bien sûr, nous sommes maintenant plus d'1 milliard de personnes, mais la jeunesse, où est la jeunesse du monde entier? Essentiellement, elle est où? Elle est en Afrique. Alors, vous avez la jeunesse du monde entier, ça veut dire que l'avenir, c'est vous. Même si les autres tapent n'importe comment, envoient leurs drones et vous détruire pour arracher, c'est que cette jeunesse est invincible. Merci beaucoup, Prince Kouma Doumbé, pour cette analyse rétrospective. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission pour une vision, cette fois-ci, prospective. Merci à vous. Ici se termine Mémoire d'un continent, une émission réalisée par Olivier Raoul. Cette émission vous a été présentée en partenariat